Bonsoir, Sahar Shibirkom. Donc, cette séance d'aujourd'hui est dédiée aux élèves de la quatrième année sciences éco. C'est pour cela que j'ai choisi la partie théorie des graphes. Donc, on va essayer de résoudre deux exercices. L'un concernant le chemin le plus court, c'est la circulation sur un graphe. Le second sur les graphes probabilistes. Donc, on va commencer notre séance par ce premier exercice. Donc, tout simplement déterminer la chaîne la plus courte entre le sommet E et S. Bon, avant de répondre à cette question, je vais revenir à quelques petites règles et des théorèmes que vous avez vus, des définitions aussi que vous avez vues concernant les graphes simples. Donc, je vais essayer de répondre à certaines questions exemple, le chemin, mis à part le chemin le plus court, donc exemple, euh, l'existence d'une chaîne lérienne, l'existence d'un cycle lérien, par exemple, le degré des sommets, le nombre chromatique, etc. Puis on va essayer de répondre à la question de cet exercice, c'est-à-dire déterminer la chaîne la plus courte entre les sommets E et S. Pour cela, on va utiliser certains algorithmes que vous avez vus en principe dans le cours. Donc, on va commencer au début par donner la définition d'un graphe. Un graphe, finalement, c'est quoi? Un graphe, c'est la donnée d'un ensemble de points qu'on appelle sommets, reliés par des segments qu'on appelle arêtes, par exemple dans cet exercice-là, entre E et A, d'accord? Les deux sommets A, E et A s'appellent deux sommets adjacents, étant donné que ce sont deux sommets reliés par une arête. Mais le sommet A et D, par exemple, ce sont deux sommets qui ne sont pas reliés par une arête, donc ce sont deux sommets qui ne sont pas adjacents. Ça, c'est la première chose. Euh, Seconde définition, ce graphe n'est pas un graphe complet. C'est quoi un graphe complet? Un graphe complet, c'est un graphe où tous les sommets, si on les prend deux à deux, sont deux sommets adjacents. D'accord? Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, A et D, ou bien A et S, ou bien B et S sont deux sommets qui ne sont pas adjacents, donc impossible, ce graphe n'est pas un graphe complet. Mais par exemple, ça existe de ce qu'on appelle des sous-graphes complets. Par exemple, si je me contente des sommets A, E et B, d'accord? Vous voyez que chaque sommet de ce petit graphe, de ce sous-graphe ABE, chaque sommet est relié aux deux autres. Donc ça s'appelle un sous-graphe complet. Euh, une autre définition, l'ordre du graphe. L'ordre du graphe, tout simplement, c'est le nombre de sommets de chaque de ce graphe. Par exemple, ici, on a 6 sommets, donc c'est un graphe d'ordre 6. D'accord? Le degré du sommet. Le degré de chaque sommet, c'est le nombre d'arêtes ayant ce sommet comme extrémité. Voyons par exemple, si je prends le sommet A, donc il y a trois arêtes qui partent de A, bien ayant A comme extrémité. D'accord? Donc le degré du sommet A, c'est égal à 3. On a l'arête AC, l'arête AB et l'arête AE. C'est pour cela que son degré vaut 3. D'accord? Je vais arriver à... On va essayer de déterminer tous les sommets de ce graphe, tous les degrés des sommets de ce graphe, parce qu'on aura besoin, d'accord, pour répondre à certaines questions. Je dis aussi que je ne suis pas en train de répondre à la question de cet exercice, je vais revenir tout à l'heure. Mais j'essaie de vous rappeler de toutes les définitions que vous avez vues dans ce chapitre-là. Donc, je vais commencer par la donnée des sommets, des degrés des sommets de ce graphe-là. Donc, on a dit que c'est un graphe, euh, d'ordre 6, donc on a 6 sommets. On va essayer de les mettre sous forme d'un tableau. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà.
Donc nous avons ici, on va mettre sommet, ici c'est le degré, A, B, C, D, je reviens, donc A, B, C, D, E et S. E et S. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le degré du sommet A, c'est égal à 3. Le degré du sommet E et le degré du sommet S, 2, 2. Donc, 2, excusez-moi pour E et S. Je m'excuse pour B. D'accord. Bon, je reviens. Le sommet B est de degré 1, 2, 3, 4. C aussi 4. Donc, 4 ici, 4 ici. Et on va terminer avec le sommet D, dont le degré vaut 3. Donc, voilà. Pourquoi ce tableau-là? Donc, primo, on peut déterminer le nombre des arêtes de ce graphe-là en utilisant les degrés de sommet. C'est-à-dire, dans ce graphe, si vous voyez bien, on a 4, 5, 6, 7, 8 et 9 arêtes. Comment est-ce qu'on détermine le nombre d'arêtes de ce graphe? En utilisant les degrés des sommets. Et bien, la règle dit le nombre d'arêtes de ce graphe, ben, tout simplement, c'est égal à la somme des degrés de chaque sommet divisé par 2. C'est-à-dire, on va appliquer cette règle-là ici, nous avons 3 plus 4, 7, 7 plus 4, 11, 11 et 3, 11 et 3, 14, 14 et 4, 18, donc 18 divisé par 2, bien évidemment, c'est égal à 9. On a déjà calculé le nombre d'arêtes de ce graphe, et on a dit que c'est égal à 9. Deuxième chose qu'on peut voir, est-ce que ce graphe admet ce qu'on appelle une chaîne eulérienne? Primo, c'est quoi une chaîne? Une chaîne, c'est la donnée de sommets, la succession de sommets adjacents. Par exemple, EACS, ça s'appelle une chaîne d'extrémités E et S. EACBD, ça c'est aussi une chaîne. D'accord? Donc, on ne peut pas parler d'une chaîne, par exemple, E, A, D et C, parce que A et D ne sont pas adjacents. D'accord? Et ça s'appelle une chaîne. Une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne, c'est une chaîne assez spéciale. C'est une chaîne qui contient toutes les arêtes du graphe, mais chaque arête est utilisée une et une seule fois. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle, est-ce qu'on peut, si vous voulez, redessiner ce graphe-là sans lever la main? D'accord? Donc, il y a une règle et un théorème qui dit qu'un graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement si il y a une condition nécessaire et suffisante. Donc, le graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement si tous les sommets du graphe, bien sûr, sont de degrés pairs. D'accord? Et dans ce cas, on peut dire qu'on a une chaîne fermée, c'est-à-dire un cycle. Entre parenthèses, ce n'est pas une chaîne quelconque, ça c'est une chaîne eulérienne. D'accord? Dans ce cas, on va dire qu'on a un cycle eulérien, c'est-à-dire une chaîne fermée. Ou bien, tous les sommets sont de degrés pairs, sauf deux sommets. Deux sommets. Donc, l'une de ces deux conditions-là nous permettent de dire que notre graphe admet une chaîne eulérienne. Ou bien cette chaîne est fermée, c'est-à-dire ça va être un cycle eulérien. Un cycle, finalement, c'est une chaîne fermée, c'est-à-dire les extrémités, le départ et l'arrivée, c'est le même sommet. D'accord? Obéissant à la même règle, c'est-à-dire que cette chaîne va contenir toutes les arêtes et chaque arête, on l'utilise une seule fois. D'accord? Donc, lorsqu'elle est fermée, on dit que c'est un cycle, et c'est un cycle eulérien si tous les sommets sont de degrés pairs. Ou bien, la deuxième condition, tous les sommets sont de degrés pairs, sauf deux sommets.
Je reviens au tableau où on a précisé les degrés de chaque sommet. Vous voyez bien que le sommet A et le sommet E, ce sont les deux sommets dont le degré est impair. Par contre, les autres sont de degré pair. Donc, dans notre cas, on peut affirmer que le graphe, si vous voulez, on va l'appeler le graphe G, admet une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne. Mais ça n'admet pas un cycle eulérien, bien sûr, puisqu'on a des sommets de degré impair. Mais lorsqu'on a uniquement deux sommets de degré impair, donc automatiquement, on peut dire que on a une chaîne eulérienne et bien évidemment, les deux sommets A et D vont être les extrémités de cette chaîne-là. C'est-à-dire, si on veut donner un exemple d'une chaîne eulérienne, impérativement, on doit partir ou bien du sommet A ou bien du sommet D. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, et bien sûr, la chaîne eulérienne, lorsqu'elle existe, elle n'est pas forcément unique, donc on va donner un exemple. On a dit on va partir de un des deux sommets dont le degré est impair, c'est-à-dire on va partir de A ou bien de D, d'accord? Je vais recopier le graphe pour faciliter le travail, d'accord? Une seconde. Voilà. Maintenant, on va essayer de donner un exemple de cette chaîne eulérienne. Donc, on a dit, on va partir, par exemple, de A. Excusez-moi. A, et on peut partir, par exemple, vers E. Je vais biffer à chaque fois l'arête que je vais utiliser pour ne pas la réutiliser encore une fois. Et à la fin, je dois m'assurer que j'ai utilisé vraiment toutes les arêtes. Ne faites pas trop attention au sommet. On peut utiliser le sommet plus qu'une fois, mais l'arête qui ne doit être utilisée qu'une seule fois. A, E, puis B. Ben, je peux choisir revenir à A par exemple. A, d'accord. C, voilà. Puis S, puis D. Puis, par exemple, je reviens à C. Donc, on a le choix ici. De C, on est forcé de revenir au sommet B. Puis, je termine avec le sommet D. Et voilà, ça, c'est une chaîne, ou bien c'est un exemple d'une chaîne eulérienne. Voilà, on a utilisé toutes les arêtes du graphe. Et chaque arête, on l'a utilisé une seule fois. Bien évidemment, il faut faire attention que le sommet de départ et le sommet d'arrivée, d'accord, sont les deux sommets dont les degrés sont impairs. D'accord? Bien évidemment, si on avait un autre exemple où on a un cycle eulérien, là, il n'y a pas de problème, vous partez de n'importe quel sommet, vous allez revenir à ce sommet-là, puisque c'est une chaîne fermée, et bien évidemment, tous les sommets vont être de degrés, comment dirais-je, pairs. Bon, autre chose, le nombre chromatique. Le nombre chromatique d'un graphe, c'est quoi? Le nombre chromatique d'un graphe, le nombre chromatique, dont le symbole est comme ça, gamma de G, d'accord? C'est le nombre minimal. Lorsqu'on va dire un nombre minimal, donc c'est une optimisation, c'est le nombre minimal de couleurs permettant de colorer le graphe. De colorer le graphe. Ça veut dire quoi ça? Colorer un graphe. Le coloriage d'un graphe consiste à attribuer à chaque sommet une couleur, à condition que chaque sommet, ou bien deux sommets adjacents, ne portent pas la même couleur. Par exemple, A et E ne peuvent pas être colorés avec la même couleur, étant donné que E et A sont deux sommets adjacents.
Et bien évidemment, on peut dire, bon voilà, nous avons 9 sommets, donc on va utiliser 9 couleurs. Oui, c'est vrai, on a coloré le graphe, on a respecté la condition. Mais bien sûr, en tant qu'économiste, on va chercher de minimiser le nombre de couleurs. Si, par exemple, la couleur dans un exercice quelconque fait référence à des dépenses, ou bien à des kilomètres à faire, ou bien quelque chose comme ça, ce sont des dépenses, d'accord? Donc on cherche à minimiser les dépenses. Là aussi, on va essayer dans la recherche du nombre chromatique de minimiser le nombre de couleurs pour colorer le graphe. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme. D'accord? Donc, je vais recopier encore une fois notre graphe. D'accord? Voilà. Donc, la règle ou bien l'algorithme qu'on va utiliser maintenant consiste à faire quoi? On va commencer au début par ordonner les sommets du graphe en commençant par le sommet dont le degré est le plus élevé. C'est-à-dire, on va commencer par le sommet qui admet le plus grand degré, d'accord? Et on place les autres, d'accord? En respectant cette condition, c'est-à-dire du plus haut degré au plus petit, d'accord? Donc, nous avons 9 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ok, on va écrire ici sommet, degré, et on va ajouter une autre ligne, on va dire couleur, d'accord? Donc, je reviens là où on a déterminé le degré de chaque sommet. Les plus hauts degrés sont les sommets B et C. Bon, il n'y a pas d'ordre particulier, vous écrivez B puis C ou bien C puis B, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, B, C, 4, 4 chacun d'eux. Puis, les sommets de degré 3 qui sont A et D, A et D, 3, 3 chacun d'eux, et finalement E et S dont les degrés sont 2. Puis on va commencer par le coloriage. Donc le coloriage consiste à attribuer des couleurs à chaque sommet, d'accord? Voilà, donc on va commencer par le sommet B, donc on va attribuer la première couleur au sommet B, donc au sommet B plutôt. Donc voilà le sommet B, on va dire orangé, O, d'accord? Puis regardez, B et C étant donné qu'ils sont adjacents, donc ils ne peuvent pas porter la même couleur. Donc je passe BA, là aussi B et A sont adjacents, donc ils ne peuvent pas porter la même couleur. BD aussi, BE, ils sont adjacents aussi. BS, S n'est pas adjacent avec B, donc je peux attribuer la même couleur que B, donc on va dire orangé. D'accord? Maintenant, je passe à la deuxième couleur. Disons rouge, le sommet C. Donc, je vais faire la même démarche que j'ai utilisée la première fois. D'accord? C, donc le sommet, on va dire rouge. Et le même principe. C et A sont adjacents, C et D sont adjacents, C et E ne sont pas adjacents, donc E peut être un sommet qui porte la couleur rouge, la même couleur que celle de C. Je passe à la troisième couleur, on va dire verte, c'est le sommet A. D'accord? Il ne me reste que D. A et D ne sont pas adjacents, oui, donc D peut être un sommet vert. Donc, combien est-ce qu'on a utilisé de couleurs ici? On a utilisé 3 couleurs. Donc, le nombre chromatique de ce graphe-là, c'est égal à 3. Et voilà comment est-ce qu'on détermine à partir de cet algorithme-là le nombre chromatique d'un graphe. Je passe à autre chose concernant le nombre chromatique. Il y a une règle et un théorème qui dit que le nombre chromatique, on peut l'encadrer. Le nombre chromatique d'un graphe, on peut l'encadrer entre deux nombres. Le premier, c'est le plus haut degré. Le plus haut degré des sommets du graphe de G plus A. D'accord?
et l'ordre du plus grand sous-graphe complet. C'est-à-dire, on va appliquer cette règle-là ici. Donc, gamma de G, il est encadré entre ces deux nombres-là. Le plus haut degré des sommets de ce graphe vaut 4, c'est le degré du sommet B ou bien C. Donc, 4, c'est le plus haut degré. Plus 1, donc, ça vaut 5. Donc, le nombre chromatique, déjà, il est inférieur à 5. Il est supérieur ou égal à l'ordre du plus grand sous-graphe complet. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'un sous-graphe complet, c'est un sous-graphe dont les sommets sont 2 à 2 adjacents. Je vous donne des exemples ici. D'accord? Par exemple, comme ça. Ça, c'est un graphe complet. Avec 4 sommets, donc, comme ça. Voilà. Ça, c'est un sous-graphe complet d'ordre 4, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on a un sous-graphe complet dans notre exemple? Donc, vous voyez, A, C, D, B n'est pas un sous-graphe complet, étant donné que A et D ne sont pas adjacents. S'ils étaient adjacents, donc on va dire que ACD, c'est un sous-graphe, ACBD est un sous-graphe complet d'ordre 4. À ce moment-là, on va dire que c'est égal à 4. Mais a priori, il n'y a que des triangles donc, qui forment des sous-graphes complets dans ce graphe-là. Donc, par exemple, AED, ABC, DSC, CDB, etc. Donc, le plus grand sous-graphe complet ne peut pas avoir plus que 3 sommets, donc le nombre chromatique va être supérieur ou égal à 3. Bien évidemment, lorsqu'on a un sous-graphe complet, n'oubliez pas que chaque sommet on va lui attribuer une couleur à part. D'accord? Donc, si on a 4 sommets, on va utiliser 4 couleurs. Donc, le nombre chromatique va être égal à 4 dans ce cas, lorsque le graphe il est complet. D'accord? C'est pour cela qu'on est toujours à la recherche d'un sous-graphe complet dans notre graphe pour déterminer un encadrement du nombre chromatique. Voilà. Déjà, on a trouvé que le nombre chromatique valait 3. D'accord? Mais ça, c'est un théorème. Il peut vous demander d'encadrer le nombre chromatique avant de le déterminer. Alors, j'ai fini avec ces deux règles-là. Donc, c'est quelques définitions concernant un graphe simple, un graphe non orienté. Et on va essayer de répondre à la question déjà demandée dans cet exercice et de déterminer le chemin le plus court qui existe entre les sommets E et S. Donc, je vais insérer encore une fois notre graphe et on va essayer de répondre en utilisant un algorithme adéquat qui nous permettra de déterminer le chemin le plus court. Donc, vous voyez bien ce graphe, notre graphe est un graphe. C'est vrai qu'il n'est pas orienté, mais c'est un graphe pondéré. Ça veut dire quoi pondéré? Ça veut dire qu'il existe sur chaque arête, d'accord, un réel qu'on appelle poids, d'accord? Excusez-moi. Donc, voilà, je parle des réels qui existent, réels positifs bien sûr, qui existent sur chaque arête. Par exemple, l'arête A vaut 3, l'arête BD vaut 5, etc. Donc, on est à la recherche de la plus courte chaîne qui nous permettra de passer du sommet E au sommet S. Mais on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme, d'accord? Donc, l'algorithme, ce qu'on appelle de Dijkstra, qui nous permettra de déterminer cette chaîne-là. D'accord? Bien sûr, si je parle de la chaîne EACS, par exemple, son poids vaut 3 plus 2 plus 3, donc ça vaut 8. Donc c'est cumulatif, si vous voyez. D'accord? Bon, on peut s'amuser à déterminer toutes les chaînes et choisir celle qui a le poids minimal, mais bien sûr, c'est pas très pratique pour déterminer ça. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va répondre à cette question-là? Regardez bien, donc, l'algorithme, il commence par ça. Regardez bien et faites attention à chaque chose que je vais dire. On place les sommets.
sans aucun ordre particulier. D'accord? Tous les sommets. Sauf que on va commencer par le sommet de départ. Le sommet de départ, c'est-à-dire E. On place les autres sommets A, B, C, D, d'accord? Et on termine par le sommet d'arrivée qui est S. Et je laisse cette partie-là, on va la laisser, comment dirais-je, vide. On aura besoin de cette colonne-là, d'accord? Maintenant, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. C'est quoi l'initialisation? Étant donné qu'on n'est pas encore parti du sommet E, donc on va dire que la distance parcourue de E à E, ça vaut 0. On va écrire 0. Et pour les autres sommets, on va écrire l'infini ou bien plus l'infini. D'accord? L'infini. L'infini. D'accord? Voilà. Deuxièmement, à chaque ligne, après avoir rempli une ligne, on va choisir le réel minimal dans cette ligne-là. Par exemple, ici, on a 0 et l'infini. Donc, la valeur minimale, ça vaut combien? Ça vaut 0. Et c'est à partir du sommet E. Donc, on va écrire E entre parenthèses 0. Ou bien, on peut écrire 0 entre parenthèses E. Il n'y a pas de différence. Bien évidemment, lorsqu'on cherche la chaîne la plus courte, étant donné qu'on est déjà parti du sommet E, on ne va plus revenir à ce sommet-là. D'accord? Sinon, c'est comme si on a fait un tour dans le vide, si vous voulez, un tour inutile, si vous voulez. D'accord? Donc, on ne va plus revenir au sommet E. Maintenant, on commence par le remplissage du tableau. Voilà. Donc, EA, la distance entre eux vaut 3. D'accord? Donc, on va écrire E entre parenthèses 3. EB, entre eux, ça vaut 1. Donc, je vais écrire E, entre parenthèses, 1. EC, ils ne sont pas adjacents, et lorsque les deux sommets ne sont pas adjacents, on garde ce qu'on a dans la ligne précédente. On a l'infini, donc on va réécrire l'infini. Même chose, ED ne sont pas adjacents, je réécris l'infini. ES aussi, et voilà, j'ai terminé ma ligne. D'accord? Donc, je vais tracer cette ligne-là. Donc, les valeurs qu'on a, 3, 1 et l'infini. On a dit à chaque fois, on va s'intéresser toujours au réel minimal. D'accord? Donc, la valeur minimale, c'est 1. Et c'est donc à partir de quel sommet? C'est du sommet B. Donc, on va écrire B1. D'accord? Maintenant, le sommet de départ va être B. Et bien évidemment, on ne va plus revenir au sommet B. Donc, celui-là, on va le biffer. D'accord? Maintenant, on est au sommet B. On va terminer notre travail comme on a commencé. Donc, BA, la distance entre B et A vaut 1. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'on a 1 aussi dans le compteur, si vous voulez. C'est comme si on a pris 2 taxis. Le premier, il valait de E à B 1 dinar, et de B à A, c'est 1 dinar aussi. Donc, c'est cumulatif. On a dépensé 2 dinars, si vous voulez. Ou bien, la distance était 1 km et un autre kilomètre. Ça devient 2 km. Donc, il faut toujours faire la somme avec ce réel-là, qui existe ici. Vous voyez? Donc, 1 et 1, ça vaut 2. Je vais écrire B 2. Bien évidemment, il ne faut pas se contenter de faire la somme. On compare avec ce qu'on a dans la ligne précédente. Nous avions 3 dans la ligne précédente. Dans cette ligne-là, on a 2, bien sûr. On choisit toujours la valeur minimale, étant donné qu'on cherche la distance minimale. 2, c'est inférieur à 3. C'est bon, on est dans de bonnes conditions. Si c'était, par exemple, au lieu de 2, c'était 4, eh bien, on n'écrit pas B4, mais on garde E3. Vous voyez? Parce qu'on cherche la chaîne la plus courte. Donc, on cherche la distance la plus courte, ou bien les dépenses minimales. D'accord? Donc, si c'était au lieu de 2, c'était 4, donc on va se contenter de réécrire E3. Ben, si c'était B3, donc là, on a le choix.
Si vous voulez, on a deux chemins différents, mais de même longueur. C'est comme si vous allez prendre un taxi, aller à un endroit, vous avez deux routes différentes pour se rendre à cet endroit-là. Et le coût du taxi est le même. Lorsqu'il vous pose la question par où est-ce qu'on va partir, vous lui dites choisissez ce que vous voulez, étant donné que le coût c'est kiff si vous voulez, d'accord? Bon, je continue. BC, BC c'est 3, 3 et 1, ça vaut 4, ici c'est égal à l'infini, donc mieux vaut écrire B4. Voilà, B et D. B et D c'est 5, 5 et 1, 6, donc on va écrire B6, bien sûr c'est mieux que l'infini. Et BS, étant donné qu'ils ne sont pas adjacents, donc je garde ce que j'ai dans la ligne précédente, c'est-à-dire l'infini. Regardez bien, c'est pas parce que les deux sommets ne sont pas adjacents qu'on met l'infini. On réécrit ce qu'on a dans la ligne précédente, ni plus ni moins. Voilà, donc on a terminé avec cette ligne-là. Ok. Les réels qu'on a dans cette ligne sont 2, 4, 6 et l'infini. La valeur minimale, c'est 2. Et le sommet concerné, c'est le sommet A. Donc, je vais écrire A2. Voilà. Maintenant, le sommet de départ va devenir le point A. Et bien évidemment, on ne va plus revenir au sommet A. Maintenant, on va partir de A. Même principe. AC. AC, ça vaut 2. 2 et 2, 4. Ici, vous voyez, on a B4. Donc, vous avez le choix. Ou bien, vous prenez la nouvelle valeur, c'est-à-dire A4, ou vous gardez B4, étant donné que les réels sont égaux. 4 et 4, c'est la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir de A, de E à C, par exemple, vous faites E, B, C, d'accord? Ok, donc, ou bien, y a-t-il un autre chemin? E, B, A, C, voilà. 1 et 2, ça vaut 4. Ou bien E, B, C directement, et aussi ça vaut 4. Donc, vous voyez qu'on a deux chemins dont la même longueur. Donc, on a le choix de choisir, ou bien on garde l'ancien, ou bien on prend le nouveau. Il n'y a pas de problème. D'accord? Ce n'est pas le nombre de sommets qui est le plus important, mais c'est la somme des points des arêtes qui est le plus important. Maintenant, AD, A et D ne sont pas adjacents, donc je garde la valeur précédente qui est B6. B6, vous voyez que je garde B6, je n'écris pas l'infini. Je garde B6 parce que A et D ne sont pas adjacents. AS ne sont pas adjacents, je garde ce que j'ai à la ligne précédente, c'est-à-dire l'infini. Voilà, j'ai terminé avec cette ligne-là. Donc, les valeurs qu'on a sont 4, 6 et l'infini. La valeur minimale, c'est 4. Le sommet concerné, c'est le sommet C. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire C, entre parenthèses, 4. Et bien sûr, on ne va plus revenir au sommet C. Maintenant, le départ, le sommet de départ, nouveau départ, ça devient le point C. C, D, c'est 1. 1 et 4, on a dit que c'est cumulatif. 1 et 4, ça vaut 5. 5, c'est mieux que 6, donc je peux écrire C, 5. C et S sont adjacents. On a la distance, c'est 3. 3 et 4, 7. Donc je peux écrire C7, c'est mieux que l'infini. Bien évidemment, les valeurs qu'on a maintenant sont 5 et 7. Vous voyez, donc on va choisir la valeur minimale, c'est-à-dire 5, et le sommet concerné, c'est D. Donc, je vais écrire D5. Et voilà, donc on a presque fini. Ok, donc j'ai plus de place ici. Je vais essayer de grignoter un petit peu. D'accord? Donc, on ne va plus revenir au sommet D, bien évidemment. La seule chose qui nous reste, c'est DS. DS, ça vaut 1. 1 et 5, 6. 6, c'est mieux que 7. Donc, je vais écrire D6. Et bien évidemment, c'est la seule valeur qu'on a. Donc, on va écrire
La valeur minimale, c'est 6, et le sommet concerné, c'est le sommet S. Et voilà, on a achevé notre algorithme. Maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer cette chaîne qu'on a dit, la chaîne la plus courte? La chaîne la plus courte, eh bien, tout simplement, on va la prendre à l'envers, c'est-à-dire du dernier sommet au premier. Donc, le dernier sommet, c'était S. Vous écrivez S. Vous allez dans la colonne de S et vous cherchez le dernier sommet qui existe dans cette colonne-là, c'est le sommet D. Voilà. Puis on revient à la colonne de D, le dernier sommet c'est qui? C'est C, donc je vais écrire C. On part à la colonne de C, le dernier sommet c'est qui? C'est A, donc on va écrire A. On part à la colonne de A, le dernier sommet c'est qui? B, donc B. Et la colonne de B, le dernier sommet c'est E. Donc la chaîne la plus courte c'est E, B, A, C, D, S. Et le chemin le plus court, sa valeur vaut combien? Ben, tout simplement, ça vaut 6. D'accord? Donc, le chemin le plus court entre E et S vaut 6, et de longueur 6. Et voilà le chemin le plus court. Je vais le dessiner sur le graphe. On a dit E, B, voilà, B, A, A, C, C, D, et D, S. Faites la somme. 1 plus 1, 2, 2 et 2, 4, 4 et 1, 5, 5 et 1, 6. Et voilà, c'est la longueur du chemin le plus court. Et voilà, donc avec cet algorithme-là, essayez de le refaire vous-même, d'accord, en respectant les règles que je viens de dire, d'accord, et vous allez arriver à déterminer le chemin le plus court entre deux sommets choisis du graphe. Maintenant, je vais passer à un deuxième volet, donc une deuxième partie concernant la théorie des graphes. C'est ce qu'on appelle le graphe probabiliste. C'est la dernière partie de ce chapitre. Donc, je vais lire l'énoncé. Deux fabricants de parfums lancent simultanément de nouveaux produits nommés Adore et Bisou. Afin de promouvoir celui-ci, chacun organise une campagne de publicité. Une boîte de communication contrôle l'efficacité de cette campagne par des sondages hebdomadaires. Chaque semaine, elle interroge les mêmes personnes qui toutes se prononcent en faveur de l'un de ces deux produits. Au début de la campagne, 20% des personnes interrogées préfèrent Adore, les autres préfèrent Bisou. Les arguments publicitaires font évoluer la répartition. Bon, on a remarqué que 10% de ceux qui préfèrent Adore et 15% des personnes préférant Bisou changent d'avis d'une semaine à l'autre. On note Pn, la matrice ANBN étant la matrice qui décrit l'état probabiliste à la nème semaine, au début de la campagne, où AN et BN, où AN désigne la probabilité qu'une personne préfère Adore, et BN désigne la probabilité qu'une personne préfère Bisou. D'accord? Je vais simplifier l'énoncé. Je vais vous donner un exemple de la vie courante. On est dans le mois Ramadan. Imaginez que le premier parfum qu'ils disent Adore, c'est un produit qu'on vend sur les marchés, une marque de yaourt, par exemple. On va l'appeler A. D'accord? B, c'est une deuxième marque. D'accord? Et chaque jour, on a les mêmes clientèles qui se rendent dans le magasin pour acheter un de ces deux produits-là. D'accord? C'est ce qu'il veut dire dans cet exercice. Et ils ont remarqué que il y a à chaque jour, il y a des personnes, ou bien ils changent d'avis, c'est-à-dire changer le produit acheté, ils migrent vers le deuxième, et on a ceux qui restent fidèle à ce produit-là. Il nous a décrit l'évolution de ce phénomène. D'accord? Donc, il a dit, voilà, si vous voyez bien, je vais mettre ça. Donc, ça, c'est au début de la campagne, nous avons 20% qui préfèrent Adore, le premier produit. Bien sûr, le reste, c'est l'autre, donc c'est le complémentaire. Si on a 80% des personnes interrogées préfèrent Adore, automatiquement 80% préfèrent Bisou. Donc ça, c'est
si vous voulez, c'est l'état initial, là où on a commencé. Mais le plus important, c'est comment ça évolue. D'accord? Donc, les arguments publicitaires font évoluer la répartition. C'est-à-dire, 10% de ceux qui préfèrent adorent. Et 15% des personnes qui préfèrent bisous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent d'avis chaque semaine. Ça, c'est hebdomadaire. Donc, c'est une statistique qui se fait d'une semaine à l'autre. Et ça concerne toujours la même population. D'accord? Donc, ceux qui changent d'avis sont 10% de ceux qui préfèrent adorent le premier produit et 15% qui préfèrent bisous. Donc, je vais revenir au graphe qu'on a construit. Donc, on a dit qu'il y a des personnes qui vont migrer d'un produit à l'autre. Donc, il nous a donné leur proportion. Il a dit que 10% de ceux qui préfèrent adorent et 15% de ceux qui préfèrent bisous changent d'avis chaque semaine. Ben, si initialement nous avons les 100% des personnes qui préfèrent adorent, on va voir migrer de ces 100%-là 10%. Donc, combien on va avoir de personnes qui restent fidèles à ce produit-là d'une semaine à l'autre? Bien évidemment, c'est 90%. Donc, la même chose pour le deuxième produit. Si on a 15% de ceux qui préféraient le produit B, d'accord, le reste va rester fidèle, si vous voulez, à ce produit-là. Donc, leur proportion va être combien? Bien évidemment, c'est, excusez-moi, c'est 85%. D'accord? 85%. Voilà. Donc, à partir de ça, on va se donner un graphe, ce qu'on appelle un graphe probabiliste, qui ressemble nettement à ça, rien que, voilà, qu'est-ce qu'on va écrire, et pourquoi est-ce que ça va être ce qu'on appelle un graphe probabiliste. Donc, nous avons cette proportion-là qui vaut 10%, c'est-à-dire 0,1. Ceux qui restent fidèles au produit A, c'est 0,9. Ceux qui vont migrer de B à A sont 0,15. Et ceux qui sont fidèles au produit B, excusez-moi, c'est 0,85. Ça s'appelle un graphe probabiliste. C'est-à-dire, un graphe probabiliste, c'est un graphe primo-orienté, d'accord, et pondéré. C'est-à-dire, chaque arête va marquer sur cette arête, on va lui attribuer un coefficient, un réel positif. Ça s'appelle un graphe probabiliste si et seulement si la somme des arêtes sortantes de chaque sommet vaut 1. C'est les 100%. Comme dans notre exemple, les arêtes sortantes de A sont la boucle AA et l'arête de A à B. Donc, les réels sont 0,1 et 0,9. D'accord? La somme vaut 1. La même chose pour le sommet B. Donc, ça s'appelle un graphe probabiliste qui décrit notre situation. Maintenant, il nous demande de déterminer ce qu'on appelle l'état initial. Un état, il a appelé P, Pn, qui est égal, si vous voulez, AN, Bn. AN et Bn sont les probabilités qu'une personne choisisse le produit A ou bien le produit B à la nème semaine. D'accord? Donc, parlons de P0. Le P0, c'est l'état initial. P0, c'est l'état initial. D'accord? Il nous a donné les proportions. Bon, il suffit de donner une, l'autre par défaut. Si je vous dis que 20% choisissent un tel produit, 80% vont choisir l'autre. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a que deux produits et tous les participants vont se dire, comment dirais-je, vont se prononcer favorable à un de ces deux produits-là. Donc, il n'y a pas d'abstention. Chacun va dire ou bien A ou bien B. D'accord? Donc, l'état initial, c'est ce que j'ai marqué en vert. Au début de la campagne, 20% des personnes interrogées préfèrent adorent. Donc, le premier produit, il est choisi par la proportion, donc avec une probabilité de 0,2. Donc, la proportion 20%, c'est l'équivalent de 0,2. Bien évidemment, si 20% choisissent A, et bien 80% choisissent B, c'est-à-dire avec une probabilité de 0,8. Ça, c'est l'état initial. Donc, A0, c'est égal à 0,2 et B0, c'est égal à 0,8. Je vais l'écrire ici. Donc,
A0, c'est égal à 0,2 et B0, c'est égal à 0,8. Bien évidemment, ça, c'est au lancement des deux produits. D'accord? On va voir, est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'on va avoir la même répartition de la clientèle entre ces deux produits-là, ou bien ça va changer? Je reviens à l'exercice. Deuxièmement, représenter la situation par un graphe probabiliste de sommet A et B, où A pourra dériver pour bisous. Déjà, on l'a fait, vous voyez ici, d'accord, sur notre brouillon. Donc, on a dit qu'on a une migration de A à B, on a des personnes qui restent fidèles au produit A ou bien au produit B. Donc, ça, c'est le graphe qui décrit la situation. Et bien sûr, c'est un graphe probabiliste. On a dit déjà pourquoi. Écrire la matrice de transition de ce graphe en respectant l'ordre alphabétique. Ça, c'est très important. C'est quoi la matrice de transition? Excusez-moi. Donc, on a dit donc, je reviens à l'énoncé. Donc, la matrice de transition. La matrice de transition. C'est quoi une matrice de transition? Ben, tout simplement, la matrice de transition, on peut la déterminer facilement du graphe qu'on a déjà déterminé. Donc, M, d'accord? On va dire, vous imaginez hein, qu'on a les sommets A, B, ici A et B. Comme il a dit on va respecter l'ordre alphabétique. Donc, ceux qui passent, par exemple ici, de A vers A, on va mettre leur proportion A à B, B à A et de B à B. C'est-à-dire, je vais remplir cette matrice-là. Donc, de A à A, nous avons 0,9. De A à B, 0,1. De B à A, 0,15. Et de B à B, 0,85. Vous voyez, ça, c'est la matrice de transition ou bien la matrice de changement d'état associée à ce graphe. Vous voyez, AA 0,9, AB 0,1, BA 0,15 et BB 0,85. Et voilà, ça c'est la matrice de transition. Ça nous permet de déterminer l'état d'une semaine à l'autre. D'accord? Nous avons une règle très importante qui dit que Pn, l'état dans la nème semaine, c'est égal à M fois Pn-1. Eh bien, excusez-moi, c'est le contraire. Pn-1, c'est égal à Pn-1, l'état de la semaine précédente, multiplié par la matrice de transition. Ou bien on peut la traduire aussi par, c'est égal à P0 fois M puissance n. C'est la même chose. D'accord? En passant d'un état à l'autre. J'explique encore. Regardez bien, ça c'est l'état initial P0, ça c'est l'état P1, ça c'est l'état P2, et ainsi de suite. Ça c'est l'état Pn, l'état Pn plus 1, et ça continue. D'accord? En passant d'un état à l'autre, d'une semaine à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par M, c'est-à-dire que P1 est égal à P0 fois M. P2, c'est égal à P1 fois M. Et ainsi de suite. On peut dire aussi que, par exemple, P0, P2 plutôt, c'est égal à P0 fois M, c'est-à-dire fois M au carré. Et ainsi de suite. Hein? D'accord? Vous avez, je ne sais pas, vu ce phénomène-là, concernant, par exemple, les suites géométriques, c'est le même phénomène. D'accord? Donc, on peut dire que Pn, c'est égal à P0 fois M fois M fois M, n fois, c'est-à-dire fois M puissance n. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire la matrice de changement d'état? C'est ce qui nous permet de déterminer l'état à chaque semaine ou bien à une date précise. Maintenant, montrer que P1 est égal à 0,307. Comment est-ce qu'on va déterminer P1? Donc, comme on a dit, P1, c'est égal à P0 fois M. C'est-à-dire, P0, c'est égal à 0,208. Ça, c'est l'état initial, multiplié par la matrice de transition, qui n'est autre que 0,9, 0,1, 0,208
15 et 0,85. Faisons le produit, comme vous le connaissez, depuis hein, que vous avez étudié les matrices. Le produit matriciel se fait comment? Se fait ligne fois colonne. D'accord? Ligne fois colonne. Et puis la même ligne fois la deuxième colonne. Faisons le produit, donc c'est égal 0,2 fois 0,9, c'est 0,18, 0,8 fois 0,15, 0 donc 18 plus 0,8 fois 0,15, c'est 0,12, voilà. Et l'autre, 0,2 fois 0,1, c'est 0,02, plus 0,8 fois 0,85, c'est 0,68, voilà, 680. Voilà, d'accord? Donc, ça fait combien? Ça fait 0,307. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au bout d'une semaine, on était à 20% des personnes qui choisissaient le premier produit, hein, le parfum Adore. Donc, la deuxième semaine, on est à 30% de la population, choisie bien sûr, qui sont pour le premier produit. Donc, on a une évolution, d'accord, des nombres de personnes qui choisissaient le premier produit. Bien sûr, de l'autre côté, nous étions à 80% des personnes choisissant le deuxième produit. Ce pourcentage, il a diminué, cette proportion a diminué, il est arrivé à 0,7. Bien évidemment, la somme, c'est toujours 1, c'est les 100%, c'est les mêmes personnes qu'on interroge. Donc, chaque état, vous voyez, dans chaque matrice qui décrit un état dans une semaine, la somme, ça doit être égal à 1. D'accord? 0,2, 0,8, 0,3, 0,7, etc. D'accord? A, B, ça, donc avec A et B qui valent A plus B qui valent 1. D'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est l'état au bout d'une semaine. Donc, au bout d'une semaine, on a une évolution de cette proportion. Donc, c'est un état qui change. C'est un état qui n'est pas, si vous voulez, stable. C'est-à-dire, la situation va changer d'une semaine à l'autre. La question qui se pose, est-ce que ce changement va être éternel? Est-ce que ce changement admet une limite ou n'admet pas de limite? C'est ce qu'on va voir pour le reste de l'exercice. Donnez la situation au bout de 3 semaines. Donc, au bout de 3 semaines, donc c'est-à-dire on va calculer P1, c'est la première semaine, P2 et P3. Donc, on doit chercher P3. D'accord? Bien évidemment, si vous voulez, on peut déterminer P2 qui est égal à P1 fois M, puis calculer P3 qui est égal à P2 fois M, ça c'est une première méthode, ou bien, je vous laisse le soin d'achever le calcul, d'accord, ou bien directement, P3 c'est égal à P0 fois M puissance 3. Et dans ce cas, on a besoin de déterminer M puissance 3. Donc, vous connaissez comment calculer le produit matriciel. M puissance 3, c'est M fois M fois M, si vous voulez. Et de cette manière-là, vous pouvez calculer P3. Donc, je vous laisse le soin d'achever le calcul. Je vais aller un petit peu vite pour terminer cet exercice. Sixièmement, l'état P0505 est-il stable et justifié? On va voir si c'est un état stable. C'est un état stable, c'est-à-dire quoi? Stable, c'est le contraire de changeant. Donc, un état est dit stable. D'accord? Je vais donner la définition si vous voulez. Donc, P est stable si et seulement si P fois M est égal à P. C'est ça ce qu'on appelle un état stable. Donc, pour tester si on a un état stable ou pas, donc il faut justement tout simplement le multiplier par M si les proportions ne changent pas. Donc, c'est un état stable. On va essayer avec la donnée P qui est égale 0,5, 0,5. Si on partait avec la moitié de la population interrogée, qui ont choisi le premier produit et 50% de la population choisissent le deuxième, c'est-à-dire de part égale, d'accord? Est-ce qu'au bout d'une semaine, on va avoir la même répartition, oui ou non? Donc, on va tester ça. Donc, P fois M, c'est-à-dire 0,5, 0,5, multiplié par
0,2, 0, 0,8, 0, excusez-moi, non, c'est pas 0,8. Donc, la matrice, voilà, 0,1, 0, 0,9, 0,1, 0,9, 0,1, 0,15, 0,85. On va faire le calcul. Donc, 0,5 multiplié par 0,9 plus 0,5 multiplié par 0,15. Je peux dire que c'est égal. Donc, 105 sur 2. Donc 0,525, si je ne me trompe pas. Ici, c'est 0,475. Je peux le faire même mentalement, étant donné que la somme vaut 1. Juste une seconde, je vérifie le calcul. Donc, on a dit plus. Non, 0,575 ici. Voilà. 575 et 425. Donc, est-ce que c'est égal à P? Non, c'est différent de P. Donc, P n'est pas un état stable. P n'est pas un état stable. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on vérifie qu'un état est stable ou pas. Maintenant, on est arrivé à la dernière question. Donner l'état stable de cette situation et déduire lequel des deux parfums finira par être le plus apprécié. Bon, pour vous, vous l'appelez la part de marché. Donc, si vous êtes un producteur d'un de ces deux parfums-là, donc si vous faites cet exercice-là, vous allez savoir à la fin lequel des deux parfums, par rapport à votre concurrent, quelle que va être votre part de marché. Donc, on va voir cette situation, elle va changer d'une semaine à l'autre, elle va tendre vers ce qu'on appelle l'état stable. D'accord? Donc, si j'appelle PS l'état stable, PS l'état stable, eh bien, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Pn, c'est PS. Donc, la situation va évoluer, va s'approcher des valeurs de cet état qu'on a appelé état stable. Maintenant, comment est-ce qu'on va le déterminer, cet état stable-là? Je reviens à la figure, donc, le graphe A, B. On a dit on a une migration de A vers B, 0,1. Une migration de B vers A, c'est 0,15. Bien évidemment, on a le reste ici. D'accord? Dire que c'est un état stable si seulement si le nombre, non pas le pourcentage, mais le nombre de personnes qui partent de A vers B est égal au nombre de personnes qui partent de B vers A. Si on a 5 personnes qui changent d'avis de A vers B, donc dans la même semaine, il faut avoir 5 personnes aussi qui changent d'avis du produit B vers le produit A. C'est de cette manière-là, la répartition des personnes reste la même. Donc, notre intérêt, c'est le nombre de personnes qui vont migrer d'un sommet à l'autre, il doit être égal, et non pas le pourcentage. Les 5 personnes qui partent de A à B peuvent représenter, je ne sais pas, 20%, 10%, 15%, peu importe. Les 5 personnes qui partent de B à A peuvent représenter un certain pourcentage par rapport à B. D'accord? Donc, le plus important, c'est le nombre de personnes qui changent d'avis et non pas le pourcentage. C'est-à-dire, il faut que les 10% de A soit est égal. Donc, pour déterminer le nombre de personnes qui partent de A et B, c'est les 10% de ceux qui aimaient le produit A. Donc, les 10% de A doivent être égales aux 15% de B. Donc, j'ai deux choses. Donc, on pose PS, l'état stable qu'on cherche, A, donc égal A, B. D'accord? Donc, nous avons deux conditions. D'accord? Là où il faut faire attention. Donc, deux conditions qu'on doit satisfaire, c'est-à-dire, primo A plus B,
c'est le pourcentage total, donc c'est le 1%, c'est l'événement certain si vous voulez. D'accord? Et on a dit les 10% de A, c'est-à-dire 0,1A, doivent être égales aux 15% de B, 0,15 B. Et voilà. Donc, en essayant de résoudre ce système-là, on va déterminer l'état stable. C'est-à-dire, donc on a dit que A plus B, c'est égal à 1. Je peux multiplier cette ligne-là par 100. On va dire 10A. 10A, c'est égal à 15B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A plus B, c'est égal à 1. Et en essayant de simplifier, A, c'est égal à 15 sur 10. 15 sur 10, c'est-à-dire 3 demi B. Donc, je vais l'écrire d'une façon plus simple que vous pouvez suivre. 15 sur 10 B. C'est-à-dire en simplifiant par 5, on va avoir 3 demi B. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, de ce que j'ai calculé maintenant, donc, on va remplacer A par 3 demi B. On va la remplacer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. Donc, on va avoir A, c'est-à-dire 3 demi B, plus B, qui est égal à 1. Ça, c'est équivalent à dire, en réduisant même le dénominateur B, c'est 2 demi. 3 demi plus 2 demi, ça fait 5 demi B, qui est égal à 1. Et par conséquent, B, c'est égal à 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,4. Et bien évidemment, étant donné que A plus B est égal à 1, comme A plus B, c'est égal à 1 et B, c'est égal à 0,4. Par conséquent, A, c'est égal à 0,6. Et de cette manière-là, on peut dire que l'événement stable, c'est 0,6 et 0,4. C'est-à-dire qu'on va finir par 60% de la population vont être pour le premier produit, et le produit A, et 40% pour le produit B. Donc on est parti de 20% pour la semaine du lancement de ces deux produits-là. D'accord? On a commencé par 20%, et ben on va finir par 60%. Donc le produit le plus apprécié par la clientèle, c'est le produit A, étant donné que 0,6 est supérieur à 0,4. Donc c'est le produit le plus apprécié. Le produit le plus apprécié. Le produit le plus apprécié. Voilà, d'accord? Donc, si vous êtes, je sais pas, le fournisseur donc du produit A, par exemple, vous savez que vous allez avoir une part de marché qui vaut aux alentours de 60%. Donc, j'ai terminé avec ces deux exercices-là. Donc, j'espère que j'étais clair. Si vous avez des suggestions ou bien des remarques, faites-nous savoir. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah.